Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point lecture sur ma chaîne. Alors vous allez voir, j'ai à vous conseiller 1, 2, 3, 4, 5 lectures. Il y a de tout, il y a de la bande dessinée, il y a du thriller, il y a du polar, il y a des choses plus fantastiques et il y a surtout un énorme coup de cœur. Dont je vous dévoilerai le titre à la fin de cette vidéo. On commence tout de suite par ma grosse déception de ces derniers jours de lecture. Il s'agit de La Maison Bleue Horizon de Jean-Marc Desnos et c'est aux éditions Tornada. Alors j'aurais tellement voulu aimer ce premier tome, vous pouvez pas imaginer, parce que j'ai des copines qui l'ont beaucoup aimé, qui l'ont beaucoup apprécié. Il s'agit en fait d'une saga qui met en scène un chasseur de fantômes qui s'appelle Alan Lambin. Et ici on est donc dans sa première aventure, La Maison Bleue Horizon. Alors pourquoi ça l'a pas fait avec moi ? Ça l'a pas fait parce que donc, on est en 1995, je crois bien, donc retour en arrière, voilà, dans les années 90. Alan Lambin, c'est donc un chasseur de fantômes, c'est sa spécialité. Il suffit de l'appeler, un peu comme les Ghostbusters, et il arrive chez vous. Et il vous dit si votre maison est réellement hantée ou pas. La plupart du temps, Alan explique que ce sont les habitants qui se font eux-mêmes des films avec des ondes un peu négatives et que la maison, la plupart du temps, n'est pas hantée. Un jour, il reçoit donc le coup de fil d'une femme qui s'appelle Hélène et qui lui demande de venir absolument, donc elle habite dans la Somme, donc dans le nord de la France, parce que sa maison est hantée. Dans les premiers chapitres, on suit Hélène et sa famille, donc son mari est parti, c'est l'hiver, il fait très froid, il neige. Dans la maison, il a Hélène avec ses 2 enfants et sa domestique qui s'appelle Mélanie, parce que Hélène est une femme assez bourgeoise et c'est une sorte de femme, donc Mélanie c'est une sorte de femme de ménage, de femme à tout faire, et c'est entre guillemets sa domestique, enfin en tout cas c'est comme ça qu'elle l'appelle. Et en fait elles entendent donc des portes qui claquent, des pas le soir dans le grenier, une femme pleurer, etc. Donc en fait dès les premières pages on est plongé au cœur du cauchemar d'Hélène dans sa maison qui a priori est hantée. Elle fait donc appel à Alan qui va se rendre dans cette maison et qui va constater très vite que oui, ce n'est pas le fruit de son imagination, mais que la maison est bel et bien hantée. Pourquoi ça l'a pas fait ? Ça l'a pas fait parce que, en fait, dès le début, dès les premières pages, dès les premiers chapitres, on sait exactement de quelle nature est l'entité qui hante les lieux donc du manoir. Je vous spoil pas, alors déjà la 4e de couverture est hyper spoilante et on le sait parce que en fait Alan qui ne conduit pas va prendre le train pour se rendre dans la Somme. Dans le train il s'assoupit, il fait un rêve et comme par magie dans ce rêve il rêve d'une scène qui met en scène le fantôme. Donc déjà ça m'a vraiment cassé le truc parce que je me suis dit au bout de 20 pages on sait exactement qui est l'entité qui hante les lieux, donc c'est un truc assez basique, donc on devine la fin en fait. Donc ça m'a vraiment embêtée. Ensuite ce qui m'a embêtée c'est que j'ai pas du tout eu peur, mais vraiment je pensais que j'allais au moins un peu frissonner, avoir un peu la trouille, je lisais ça le soir dans mon lit et j'ai pas du tout eu peur à un seul moment, c'est tellement grossier que j'ai levé les yeux au ciel plus d'une fois. Je me suis quand même accrochée pour le terminer. C'est hyper lourd, le style de l'auteur est hyper lourd. Alors est-ce que c'est parce que c'est son premier livre de la série et que je sais pas, peut-être qu'après ça s'améliore, dites-le moi, ça s'améliore peut-être dans la suite. Mais alors, toujours les mêmes tics de langage, il nous rappelle toutes les 2 pages quelle heure il est. Il était les 22h du soir, il était les 21h du soir, il neige. Il est hyper lourd en fait, Alan Lambin. Voilà, il est pétri de bons sentiments, moi ça m'a vraiment gonflé. Et puis la fin, mais qu'est-ce que c'est que cette fin hyper rapide où la résolution arrive tellement vite. Voilà, je suis déçue, donc ce sera la lecture d'un premier tome. Je ne poursuivrai pas avec il y a 5 tomes je crois en tout, avec donc la saga. Je m'arrête là, c'est fini pour moi avec cette saga, je l'ai découverte, je suis contente de l'avoir découverte. Mais pour moi c'est vraiment un total échec, un fiasco. Il a pourtant de très bonnes notes sur Livre Addict notamment. Donc voilà, ce n'est que mon avis encore une fois, donc un avis subjectif. Vous pouvez éventuellement aller voir d'autres avis qui sont plutôt bons. Moi, je ne vous le recommande pas dans le sens où ça me fait pas peur et le style est archi lourdingue. Donc voilà, 2 raisons pour lesquelles je ne recommande pas ce livre.
Alors ensuite je me suis dirigée vers du polar que j'ai lu sur ma liseuse. Donc c'est l'autrice en fait qui est venue me trouver pour que je lise son livre, que j'ai lu avec plaisir. Alors je sais pas si vous allez bien voir, il s'agit d'une baignoire de sang de Béatrice Hammer. J'essaie de vous montrer ça devant l'objectif s'il arrive à... Je sais pas, c'est tout petit. Voilà. Et c'est chez les éditions Alter Rail. Alter Rail. Alors ça raconte quoi? Donc on va suivre Gloria Basteret qui est flic dans une unité en fait. Et on l'appelle un jour parce qu'un corps est retrouvé dans une baignoire. Il s'agit a priori d'un suicide. Une jeune femme qui aurait absorbé les somnifères et qui se serait tranché les veines, d'où une baignoire de sang. Or, en creusant un petit peu le profil de la victime, qui s'appelle Julie, Gloria s'aperçoit que cette jeune fille était journaliste et qu'elle enquêtait à la fois sur l'identité de son père, qu'elle ne connaissait pas, et à la fois sur une firme pharmaceutique. De là, Gloria va faire la connaissance d'une SDF qui s'appelle Mina et qui aurait été contactée par Julie peu de temps avant. Pourquoi est-ce que Julie a contacté Mina dans le cadre de son enquête? C'est ce que va tenter d'éclaircir Gloria. Alors, ce polar, moi je vous le recommande cet été. Je trouve qu'il est idéal si vous ne connaissez pas vraiment l'univers du polar et si vous avez envie de vous lancer. Pourquoi je vous le recommande? Parce que c'est une trame ultra classique. Alors voilà, si vous vous attendez à un gros suspense, style thriller, passez votre chemin, c'est pas du tout ça. On est vraiment dans du polar très classique avec une enquête. D'ailleurs, dès le début, l'auteur met en scène Gloria, qui dit qu'elle a voulu faire flic parce qu'elle a regardé les Miss Marple, les Jules Maigret, les Sherlock Holmes, etc. à la télé et qu'elle les a lus. Donc on s'inscrit vraiment dans un polar très classique. Donc vous ne serez pas surpris par le début, le milieu et la fin. Vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'enquête menée par Gloria, c'est une enquête vraiment lambda. En revanche, moi ce que je trouvais très important et intéressant dans ce polar, c'est la manière dont l'auteur va traiter son personnage de Gloria. D'abord c'est une femme, et elle nous la montre sous un regard très humain. C'est pas du tout une super héroïne, elle a 2 enfants, elle est divorcée de son ex-mari qui est malade parce qu'en fait il est bipolaire. D'ailleurs à un moment donné il offre aux enfants un cheval nain qu'on trouve dans les cirques, je sais pas si vous voyez le topo, et elle ramène ça dans son appart. Bref, il y a des situations un peu loufoques. Gloria elle va essayer de reconstruire sa vie parce qu'elle rencontre un autre homme. Donc on est vraiment, je trouve, 60% du temps dans la vie de Gloria, 40% du temps dans l'enquête. C'est vraiment la vie de Gloria qui prend le pas sur l'enquête. Et c'est un peu comme quand vous regardez une série à la télé, une série policière, que ce soit une série américaine ou une série française. En fait, on a tendance à s'attacher aux personnages. Finalement, l'enquête, elle passe un petit peu au second plan. Est-ce qu'on aime bien aussi suivre la vie des personnages, leur vie sentimentale, leur vie familiale, leur vie perso, et c'est ce qui se passe un petit peu ici. Et j'ai trouvé que c'était assez bien amené, et j'ai aimé en fait suivre l'évolution de Gloria. Le style en plus est vraiment bien, elle écrit très bien. J'ai trouvé que c'était super bien écrit, ça se lit très bien. Donc au bord de la piscine, sur la plage, cet été, c'est un polar que je vous recommande. Donc je vous rappelle, Une baignoire de sang de Béatrice Hammer. Voilà, donc c'était vraiment très très agréable à lire. Je continue dans les polars, puisqu'on est dans une trame un peu sombre. Et j'ai lu également L'Arbre aux fées de B. Michael Radburn, et c'est aux éditions du Seuil. Alors ici, on est changement de décor, on part en Tasmanie. La Tasmanie, si vous prenez une carte, vous avez l'Australie, et c'est une île qui est un petit peu en dessous de l'Australie et qui dépend de l'Australie. Alors moi, j'avais jamais lu de bouquin qui se passait en Tasmanie. Et je pensais que c'était un pays, une île dans laquelle il faisait tout le temps chaud, comme en Australie. En fait, non, pas du tout, puisque on nous plonge au cœur de l'hiver avec ce bouquin. C'est un bouquin qui parle d'une disparition d'enfants. On va suivre Taylor Bridge, qui est ranger. Vous savez que aux États-Unis notamment, en Australie également, il y a des rangers. Ce sont en fait un peu nos gardes forestiers français, sauf qu'eux ils couvrent d'immensités montagneuses ou forestières, et c'est leur job. Donc Taylor Bridges, il était ranger donc en Australie, et en fait lors d'une mission, sa fille a disparu. Donc sa fille qui s'appelait Claire a disparu, ça fait 1 an qu'elle a disparu, il n'arrive pas à s'en remettre.
son couple bat de l'aile. Et donc il décide de changer un peu de décor, il y a une opportunité qui s'offre à lui de partir en Tasmanie, donc il part en Tasmanie. Et en fait c'est une façon de s'isoler et d'essayer d'échapper à son passé. Mais il est hanté par le fantôme de sa fille, il se demande véritablement ce qui est arrivé ce jour d'hiver où il a perdu sa fille. Et il est hanté, il fait des cauchemars, il est somnambule, il se réveille le matin à un autre endroit de la maison. Et vraiment, il s'isole complètement et il choisit ce mode de vie de s'isoler parce qu'il a vraiment mal et il n'arrive pas à faire face à son chagrin. Et il va faire la connaissance de Drew, qui est une petite fille qui a exactement l'âge de sa fille lorsqu'elle a disparu. Donc Drew, elle a 8 ans. Ils se rencontrent, alors c'est une rencontre un peu bizarre, dans un cimetière. Drew, elle est là parce qu'elle dit que dans le cimetière, il y a un poivrier, donc un arbre, et que c'est un arbre à fées. Et qu'à une certaine heure de la journée ou de la nuit, les fées sortent. Donc Drew en fait se lie d'amitié avec Taylor Bridge et le lendemain ou surlendemain, Drew disparaît. Donc à nouveau disparition d'enfants. Taylor Bridge va prendre cette disparition d'enfants comme un exutoire à sa peine et il va se lancer à corps perdu pour essayer de retrouver la fillette parce que lui il est persuadé que la fillette elle est en vie. L'enquête menée par la police est un peu bâclée, il trouve qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes et donc en fait il va mener son enquête parallèle pour essayer de retrouver cette gamine. Et en fait avec l'aide d'un type dans un village, donc un type qui est un peu isolé, qui a une histoire personnelle un peu compliquée et ce type est très érudit, ils vont faire des recoupements. Ils s'aperçoivent que Drew n'est pas la première petite fille à avoir été enlevée, mais que de nombreuses petites filles ont été enlevées au cours des décennies précédentes mais que personne n'y a fait attention. Et donc Taylor est persuadée qu'on a affaire à un prédateur sexuel qui enlève les petites filles au fil des années. Voilà. Alors, en fait ce bouquin, voilà, le problème c'est que moi j'ai lu Trouver l'enfant de René Denfeld, c'est mon dernier coup de cœur en date. C'est sûr que lire un bouquin sur une disparition d'enfant après Trouver l'enfant, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Si vous n'avez pas lu Trouver l'enfant, qui a un style, je rappelle que Trouver l'enfant a un style un peu spécial. Peut-être pas forcément abordable pour tous. Vous pouvez vous lancer dans celui-ci parce qu'en fait la trame est très classique. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans le fait qu'on retrouve ou pas les petites filles à la fin du roman, ça reste très classique, mais le style est beaucoup plus abordable que pour Trouver l'enfant. On est plongé vraiment dans la Tasmanie profonde, et moi j'ai apprécié parce que je ne connaissais pas du tout, et j'ai trouvé que c'était bien fait. J'ai beaucoup aimé le personnage de Taylor, qui est vraiment un personnage déchiré, torturé par la disparition de sa propre petite fille. Et alors la fin du roman, mais... ouais, c'est la fin du roman, elle m'a vraiment beaucoup émue. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vraiment vous gâcher la fin. Mais l'auteur là fait quelque chose vraiment de grandiose à la fin du livre, à laquelle je m'attendais pas forcément. Et ça a été vraiment une bonne lecture que je vous recommande encore une fois. Si vous n'avez pas lu Trouver l'enfant, vous pouvez vous lancer. Alors il est sorti en 2019. Est-ce qu'il est sorti en poche? Je ne sais pas du tout, je ne saurais pas vous le dire. Mais c'était une lecture vraiment très sympa entre guillemets, si on peut dire, et très intéressante. Je vous présente maintenant une bande dessinée, donc ça change un peu, j'en présente pas souvent. Alors, il s'agit de Aung San Suu Kyi, Rohingya extrémiste bouddhiste, donc de Frédéric Debomy qui est l'auteur, et de Benoît Guillaume qui est l'illustrateur, et c'est aux éditions Massot. Voilà, alors c'est une bande dessinée déjà qui n'est pas rigide, qui se présente un peu comme un MOOC, vous savez, la contraction entre entre magazine et book, voilà. Mais c'est bien une bande dessinée qui fait une centaine de pages et qui va en fait mettre en scène donc les deux journalistes, Frédéric Debomy et Benoît Guillaume, qui sont spécialistes de la Birmanie. Ils ont écrit déjà pas mal de livres en rapport avec la Birmanie et cette fois-ci ils se rendent en Birmanie pour enquêter sur le massacre et l'épuration ethnique des Rohingyas. Donc les Rohingyas en Birmanie, c'est une minorité musulmane. Si vous avez suivi les actualités il y a quelques années déjà, les Rohingyas en fait ont été massacrés et ils ont été chassés de la Birmanie pour les pays voisins, donc le Bangladesh, etc. Parce que les bouddhistes n'acceptaient pas leur religion.
Et ça a été un massacre d'abord, et puis ça a été surtout une épuration ethnique, comme on a pu le voir au Rwanda en 1994, comme on a pu le voir avec les juifs et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'histoire ne fait que se répéter puisqu'on assiste exactement ici au même mécanisme, c'est-à-dire la méfiance, et puis l'intox en disant que ce sont des gens pas fréquentables, méchants, des voleurs, et enfin des massacres, et surtout la fuite de ces pauvres gens qui vivaient là depuis des siècles. Ils avaient leur famille qui était là parfois depuis des siècles, inventée depuis des siècles en Birmanie, et qui du jour au lendemain, on les fout dehors et doivent aller dans des pays qu'ils ne connaissent pas, simplement à cause de leur religion. Donc c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Je vous préviens tout de suite, c'est une lecture pas évidente, parce que les deux auteurs ont choisi de se placer d'un point de vue extrêmement politique. Ils font vraiment une enquête journalistique et politique très poussée. Ils vont aller voir en fait différents protagonistes politiques de l'affaire pour essayer de comprendre comment est-ce que les autorités, et notamment Aung San Suu Kyi, ont laissé faire cette épuration ethnique. Je vous rappelle que Aung San Suu Kyi, elle a quand même eu le prix Nobel de la paix il y a quelques années, et elle n'a rien dit en fait. C'est une situation qui est très complexe en Birmanie. Moi je suis pas spécialiste et je connaissais très mal cette situation où l'armée en fait a beaucoup de pouvoir encore face à la démocratie birmane, et en gros d'après ce que j'ai compris, Aung San Suu Kyi elle marche un peu sur des œufs, elle a un peu pour parler vulgairement le cul entre deux chaises, et c'est pas qu'elle a pu faire pas autrement, mais ouais, elle n'a pas bougé pour défendre ces gens qui font quand même partie de son peuple. Donc c'est pas forcément toujours évident à saisir dans les propos politiques qui nous sont rapportés. On a des témoignages qui sont mis en scène de Rohingyas qui ont fui, qui ont été massacrés, pourchassés du jour au lendemain par leurs voisins, ils ne savaient même pas ce qui leur arrivait. C'est vraiment très intéressant. Je vous le conseille. Alors je vous montre une ou deux planches pour vous montrer. Donc on est toujours dans des teintes jaunes, comme vous pouvez le voir. Jaune, bleu ou verte, voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé le coup de crayon de l'auteur, je trouvais que ça rendait assez bien par rapport aux couleurs du pays, par rapport à la végétation. Mais c'est une... voilà, si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à la politique, qui veut une BD, pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, je vous recommande cette bande dessinée. Après, c'est pas une bande dessinée faite pour tout le monde, le sujet est plutôt complexe, mais c'était vraiment très intéressant, et je remercie vraiment les éditeurs de me l'avoir envoyé, de m'avoir fait découvrir cette partie politique de la Birmanie. Et je termine enfin avec mon coup de cœur que je vous recommande à 100%. Si vous aimez Downton Abbey, ce bouquin est fait pour vous. Il s'agit des Brumes de Riverton de Kate Morton, et moi j'ai l'édition chez Pocket. Qu'est-ce que j'ai adoré ce livre, qui fait quand même, c'est une belle bricasse, hein. On est à 700 pages, non mais ouais, 692 pages, mais alors je l'ai bouffé en quelques jours. En fait au départ on va suivre Grace dans les années 90. Grace c'est une vieille mamie qui vit dans une sorte d'EHPAD en fait. Et un jour elle est contactée par une jeune femme qui veut faire un film sur Riverton, le manoir de Riverton, qui est un manoir un petit peu à l'abandon, qui a connu le faste dans les années 10 et dans les années 20 avec les sœurs Anna et Emmeline Hartford qui ont défrayé la chronique parce qu'elles étaient scandaleuses, des sœurs vraiment qui sortaient, qui avaient une vie un peu hors du commun à cette époque-là. Et Grace était en fait employée, la domestique de Riverton, une des domestiques de Riverton, et ensuite elle est devenue la femme de chambre d'une des filles, Hartford. Et donc vous comprenez bien que pour parler de Riverton, Grace va se replonger dans ses souvenirs. Elle nous fait comprendre dès le départ qu'il s'est passé quelque chose à Riverton dans les années 20 qui a précipité en fait la chute de la famille Hartford. Et on va retourner donc en 1914 jusqu'en 1924 dans la peau de Grace, qui va nous raconter comment elle entre à 14 ans au service de la famille Hartford, une famille fortunée. Et on a vraiment le point de vue des domestiques. C'est pour ça que je vous dis, si vous aimez Downton Abbey, vous êtes vraiment plongé dans les coulisses d'une grande famille aristocratique. Et c'est somptueux parce que Grace, elle entend tout, en fait, elle entend tout ce qui se passe.
elle voit tout, les histoires d'amour, les rancœurs. Elle suit les deux sœurs, donc Emmeline et Anna. Anna, c'est une jeune femme qui voudrait s'émanciper, qui pense même à travailler. Le mot même de travail dans sa famille est une vulgarité en fait. On ne peut pas travailler quand on est aristocrate. Or, elle aimerait être indépendante. Emmeline, c'est une fille qui va plutôt être attirée par la lumière, par les bijoux, par les... Voilà, vraiment par son rang, qui va vouloir tenir son rang. Et puis arrive la guerre. Il se passe certaines choses dans la famille, des hommes meurent dans la famille et ça va bouleverser toute la famille, toute cette famille aristocratique qui va connaître tout un déséquilibre. C'est aussi un roman sur le bouleversement qu'a apporté la guerre, parce que la guerre de 14-18 donc déjà a déséquilibré les familles aristocratiques, puisque les hommes sont souvent partis au front et ne sont pas revenus, donc les femmes se sont retrouvées à la tête des familles. Et puis surtout, le peuple qui jusque-là obéissait aux aristocrates de manière un peu aveugle commence à se rebeller et les gens commencent à demander des droits. Et on voit que c'est vraiment le point d'équilibre où tout va basculer, où les aristocrates, au bout d'un moment, s'ils ne sont pas assez fortunés, vont devoir aller travailler, où leurs traditions sont remises en cause. Et c'était juste sublime. L'intrigue qu'on nous vend, hein, le drame avec un poète qui se serait suicidé, etc. Ça, je vous le dis, c'est derrière. Ça passe même au second plan. C'est très intéressant, mais ça passe même au second plan. Moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment suivre Grace aux côtés des sœurs Hartford. C'était vraiment magique. Voilà, quand je lisais le soir et le matin, j'avais qu'une envie quand je me levais, c'était de retourner dans ce bouquin et de retrouver ce sentiment de connaître les personnages, d'évoluer avec eux. Et ça me fait rarement ça, mais vraiment, je vous le conseille à 100%. Si vous avez envie d'une histoire qui se passe dans les années entre 1914 et 1920, qui m'enseigne les domestiques, c'était vraiment sublime avec une écriture. Moi, Kate Morton, ça le fait toujours, elle écrit sublimement bien. Et encore une fois, je ne suis pas déçue et c'est un vrai coup de cœur. Voilà, bah écoutez, c'en est fini pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu, je vous ai présenté un petit peu de tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire des livres ou au contraire je vous ai pas donné envie de les lire. Si vous en avez lu et que au contraire de moi vous avez aimé, vous avez détesté, j'aime beaucoup discuter avec vous. Je pense que ce sera peut-être ma dernière vidéo avant les grandes vacances. Je sais pas, j'essaierai peut-être d'en tourner une mi-juillet, si c'est, voilà, ce sera mon dernier point lecture avant de partir en vacances. Après, là où je suis, la connexion internet est très mauvaise, donc je communiquerai en story Instagram exclusivement. Donc toujours, vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos, le blog. Sur Instagram, je poste quasiment tous les jours. Bon, si un jour je ne poste rien, c'est parce que j'ai rien à vous dire, j'ai pas avancé dans mes lectures, mais je poste quasiment tous les jours, donc allez voir, abonnez-vous. Je mets pas mal de contenu sur Instagram dans les stories. Voilà, bah écoutez, j'arrête de blablater, je vous souhaite un très bel été, de bonnes vacances si vous en avez, courage pour ceux qui travaillent, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!